Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et voilà, top départ. Je vois que Sylvain fait quelques allers-retours ce soir. J'espère qu'il n'a pas trop de problème de connexion. Top départ sur une séance que je veux aborder sur comment est-ce que je dois, enfin, quelles questions je dois me poser quand je veux adapter la tactique de déplacement, ou en tout cas l'effort que je veux y faire, en fonction de l'apnée que j'ai prévu de faire. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vous donner 4 circonstances pour que vous compreniez comment est-ce que je veux aborder ces apnées et vous comprenez ce que ça veut dire tactique et gestion de l'effort. Je vais vous proposer 3 circonstances en mer et une circonstance en piscine. Donc, une première circonstance en mer qui est de dire tiens, je me balade sur 15 mètres, 20 mètres de fond sur un espèce de tombant ou un truc comme ça, où le but c'est d'essayer de voir si je peux surprendre des poissons dans le but de faire des photos ou dans le but de faire de la chasse sous-marine éventuellement. Ou dans le but de me balader. Donc voilà un environnement, 15 mètres, 20 mètres de fond. Bon, bien entendu, on part du principe que je sais y aller. Et donc, du coup, voilà un premier environnement. Deuxième environnement, tiens, juste pour mettre une petite contrainte un peu plus difficile, on va partir du principe, deuxième contexte, que j'ai une épave qui est entre 25 et 30, 35 mètres, et je veux essayer de me balader dans cette épave-là. Comment est-ce que je dois me préparer pour enfin, comment est-ce que je dois gérer une apnée comme celle-ci? Troisième circonstance, j'adorerais faire une descente à 40 mètres de fond, mais c'est censé être mon max, ou en tout cas pas loin. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dois tenir compte comme élément tactique pour faire cette apnée-là? Et puis, un autre contexte qui est celui de dire, je souhaite faire une apnée de 100 mètres en dynamique, sachant que c'est certainement mon max, ou en tout cas pas loin. Et donc, cette apnée de 100 mètres en dynamique, quels vont être les aspects tactiques et donc de gestion de l'effort sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer? Voilà. Euh, Avant de vous présenter, alors j'ai prévu plein de schémas PowerPoint. Ah non, c'est pas PowerPoint, c'est papier. J'ai prévu plein de schémas papier. Euh, je veux que vous compreniez avant toute chose que mon objectif dans ce que je vais proposer là, c'est de faire ça dans le bien-être. C'est-à-dire que je pars du principe que ces performances et ces choses-là que je vais vous proposer de faire ne doivent pas être faites à l'arrache en disant oh, je vais y arriver en poussant, en résistant, machin, en me battant, je vais y arriver. Je veux que ce soit des moments qui sont bien vécus. Et donc, ça veut dire que j'ai adapté ma tactique à cet objectif qui est de dire je ne fais pas ça comme un bourrin en me disant je vais voir si je résiste à l'agonie. Voilà, pour résumer. On va commencer les choses simplement et on va voir un petit peu comment on se lance sur tout ça. Donc, premier sujet, tiens, et si je me baladais sur 15 mètres de fond, 15-20 mètres, je sais qu'il y a un coin sympa, une réserve naturelle, un tombant de récif corallien, ouais, bref, on s'en fout. Il y a un endroit sympa et du coup, j'aimerais pouvoir enchaîner plusieurs descentes sur 15 mètres de profondeur, 20 mètres de profondeur, et pouvoir rester en bas pour pouvoir surprendre le poisson qui, du coup, va se mettre à ma disposition. Donc, regardez le magnifique PowerPoint que j'ai prévu. Bon. Alors, on va faire ça. Je vais vous donner un petit peu les détails de ce PowerPoint. Vous allez comprendre un petit peu le, le principe. Au départ, et je le mets comme ça, parce que comme ça, vous allez pouvoir faire des pauses quand vous regarderez la partie enregistrée. Je veux descendre sur 20 mètres et mon objectif, c'est de rester longtemps au fond. D'accord? Donc, clairement, regardez, j'ai fait un petit schéma comme ça où je suis parti, je vais à 18 mètres par exemple, je reste un certain temps et je remonte. Vous avez vu que j'ai mis des petites couleurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour moi, dans ce type d'effort, je dois faire quelque chose qui est un effort mesuré jusqu'à 8 mètres de fond, en tout cas plutôt tranquille. 8 mètres de fond. Pourquoi? Enfin 8, pardon, j'ai mis 12. Pourquoi j'ai mis 8 là? Parce que en fait, je pars du principe que si j'y vais peu profond, comme 15-20 mètres, je dois être surlesté et mon point neutre doit être à 8 mètres. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Je fais un effort un petit peu dynamique, mais finalement pas si difficile que ça, pour atteindre 12 mètres parce que je suis surlesté. À partir de 12 mètres, je me laisse couler tranquillement. J'arrive sur mon site et je laisse le temps s'écouler parce que je vais observer ce qui se passe au fond. Donc, je suis en mode vraiment tranquille, vraiment balade. Je bouge légèrement sur le fond et je fais assez peu. Comme je suis surlesté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la remontée va être au départ, ici, un peu difficile. Donc, il faudra que je sois un peu dynamique pour ensuite être tranquille
et terminer mon apnée à partir du moment où je flotte pas mal, c'est-à-dire à partir de 6 mètres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai mis ça, j'ai mis au point ça, j'ai dit que je voulais d'abord, pour pouvoir les répéter, faire en sorte d'être quand même bien échauffé. Finalement, j'ai mis un autre point tactique, le fait d'être neutre à 8 mètres. Donc, finalement, ça fait un lestage assez important. Pour vous donner une petite idée, si vous avez des notions de quelqu'un qui est en 5 kg, avec une combinaison de 5 mm en conditions habituelles, là, il faut minimum rajouter 1 kg. D'accord? C'est-à-dire que dans des contextes comme ça, moi, j'hésite pas à être donc bien surlesté et à être à au moins 6 kg pour quelqu'un qui a une combinaison de 5 mm en moyenne. D'accord? Ce qui permettra de dire qu'il fait juste un petit canard, 3 coups de pâme, il se laisse couler. Donc, tactiquement parlant, je me sers de cet effet pour arriver en bas, finalement, très peu fatigué, parce que j'ai fait peu d'efforts pour rejoindre la profondeur. J'ai pris un petit peu de temps pour me préparer, mais je ne dois pas en prendre énormément, parce que le but, c'est quand même de pouvoir répéter les apnées. Et donc, ça veut dire aussi que je fais une apnée dont le but est de faire une performance à maximum 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, a priori, il faut connaître ses maximums. Donc, ça veut dire déjà au départ, vous allez explorer ce genre de première fois de façon de faire ça, il faudra vous accordiez de faire en sorte que le temps soit de plus en plus long. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des ordinateurs pour vous rendre compte de ce que vous en êtes, de ce que vous en êtes et ce que vous avez fait. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas partir du principe que ces apnées, vous devez aller au maximum de vos capacités. Pour deux raisons. La première, c'est que si je veux répéter et que vous devez répéter d'être au maximum de vos capacités à chaque fois, vous ne pourrez pas. D'accord? Et la deuxième, c'est parce que je vous rappelle que je suis quand même bien surlesté et que donc à la fin, eh ben, ma remontée va être relativement difficile. Donc je ne peux pas me permettre de partir du principe que surtout si je me balade, que je suis plus ou moins tout seul, avec un binôme mais qui est plus ou moins en train de me surveiller, même si c'est prévu comme ça, il y en a un qui a vu un poisson, donc l'autre il en a vu un autre, donc on n'est jamais tout le temps ensemble, donc c'est comment ça se passe. Et par conséquent, je pars du principe que je ne peux pas me permettre de rentrer dans des apnées qui sont difficiles. Tactiquement parlant, ça veut dire que quand j'ai voulu faire cette apnée-là, qu'est-ce qu'il y a Cédric? Quand j'ai voulu faire cette apnée-là, je me suis donc organisé avec un échauffement intéressant, un point neutre important, une préparation, mais de maximum 2 minutes. En tout cas, j'ai pris un peu le temps, d'accord? Et je me dis quand même que je ne fais pas une performance importante. Et mon but, c'est de dire, je facilite mon départ pour pouvoir être tranquille sous l'eau. Et effectivement, je fais un petit effort un peu difficile sur la fin, mais c'est pas très grave, parce que c'est la fin et que je suis en théorie qu'à 70% de mon max. Voilà, par exemple, un contexte de gestion tactique de mon effort sur une descente à 15 mètres le long d'un tombant. On va prendre un contexte un tout petit peu différent, mais finalement pas tant que ça, mais pour vous rendre compte que pour moi, une balade où je reste posé au fond à observer sur une faible profondeur, même si a priori 15 mètres c'est peut-être déjà beaucoup, mais c'est censé être une profondeur relativement facile à atteindre. Donc je pars du principe que c'est le cas. Et si vous n'arrivez pas encore à descendre à 15 mètres, il faut d'abord apprendre à descendre à 15 mètres, bien entendu, avant de faire des randos. Mais du coup, si votre max est à 15, vous pouvez transposer l'exercice en disant pareil, que vous faites des balades sur 8-10 mètres, simplement vous ajustez votre lestage. Deuxième contexte, je vais entre 25 et 30 mètres de fond. D'accord? Donc là, magnifique PowerPoint, j'ai refait mon petit schéma. Je pars d'ici et je sais que j'ai mis un point neutre à 10. Donc ça veut dire que mon départ va être déjà un petit peu plus péchu et mes premiers mètres vont être un petit peu plus péchus. Ça veut dire, par exemple, j'enchaîne le fait de dire qu'au départ, je fais un effort relativement important jusqu'à une dizaine de mètres, enfin 8-10 mètres. Après, je me calme pour atteindre ici la zone de coulée. Vous avez vu cette partie en bleu, d'accord? Pour bien me laisser couler et arriver en bas et pouvoir me déplacer en mode tranquille le long de l'épave. Pour toujours faire un effort un peu important à la remontée, mais par contre que je vais casser assez rapidement. C'est-à-dire que je vais faire une remontée un petit peu dynamique au départ et assez rapidement, je vais passer en mode j'entretiens mon palmage parce que mine de rien, j'ai 25 mètres à remonter. Donc, je vais partir du principe que je ne vais pas palmer fort pendant longtemps, juste un tout petit peu au début, pour ensuite me laisser aller à la fin en me laissant flotter sur les derniers mètres, sans faire d'effort. Donc là, encore une fois, ça veut dire que j'ai un palmage qui n'est pas du tout régulier, un petit peu dynamique au début, je le calme ensuite pour plus du tout palmer jusqu'en bas, reprendre un petit palmage tranquille ici, je réaccélère mon palmage pour ensuite le recalmer tranquille et me laisser flotter. Donc là, encore une fois, je ne suis pas régulier sur mon effort et je tiens compte de l'aide de la flottabilité pour pouvoir arriver en bas
détendu, pas trop cramé, et donc pouvoir me balader au fond. En faisant un petit effort de remonter, j'accompagne et je me laisse flotter. Donc là, encore une fois, comme c'est quelque chose que je vais répéter, j'en profite pour avoir un bon échauffement. On pourra voir éventuellement ce que ça veut dire avoir un bon échauffement, mais en tout cas, le principe, c'est de dire que je fais plusieurs apnées qui vont s'enchaîner. Je vais descendre un petit peu la hauteur de mon point neutre en enlevant un petit peu du poids parce que je sais que je vais aller plus profond. Donc, je vais y veiller, d'accord? Et toujours comme d'habitude, je sais que je vais me faire une petite préparation sans qu'elle soit énorme parce que mon but n'est pas de faire un max. Et du coup, en l'occurrence, je vais me caler pour que ce ne soit pas un max non plus dans ma performance. Donc, je sais que si je peux descendre à 25 mètres et parcourir au max 30 mètres, et ben, si je vais répéter ça, je vais donc parcourir au max 15-20 mètres et ensuite remonter pour pouvoir être toujours dans le confort et avoir envie de le répéter sans que ce soit compliqué. Ce genre d'apnée, il faut déjà un peu d'expérience, pour soit clair. Troisième circonstance. Alors, je veux faire un max pour aller à 40 mètres de profondeur parce que mon dernier max était 36 mètres et j'aimerais bien atteindre 40. Donc, je mets la corde à 40 et je m'organise pour faire un max. Alors là, je parle d'abord de gestion de l'effort. Je veux aller à 40 mètres. Moi, je pars toujours du principe, je vous l'ai déjà expliqué dans une conférence sur les stages, qu'il faut être neutre aux environs de 10. D'accord? Mais donc là, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un effort relativement intense jusqu'à 10, que je vais ensuite calmer, mais mine de rien, je vais essayer d'accompagner au moins jusqu'à 17 mètres. Même si je sais qu'à 14, 15, je coule, ma vitesse de coulée ne sera pas très importante. Donc, je vais continuer à palmer ou à me tracter ou à faire de la brasse, d'accord? Jusqu'à 17 mètres, c'est-à-dire jusqu'à avoir atteint une vitesse de coulée qui est assez intéressante, parce que mine de rien, j'ai au moins 25 secondes à attendre pour aller rejoindre le fond grâce à la coulée. Donc, ne pas trop être excité au niveau rythme cardiaque en faisant un effort, mais pas trop long jusqu'à un maximum de 10 mètres. Accompagner mon palmage tranquillement jusqu'à 17 et ensuite me laisser couler. Arriver en bas, un petit coup de palme pour dire je force, pour dire que je m'extirpe du fond, mais sur 5 mètres grand maximum, parce qu'après, tout ce que je vais faire, c'est entretenir, j'ai vu la correction, d'entretenir comme ça mon palmage jusqu'à 8 mètres, et à 8 mètres, me laisser flotter. Et entretenir le palmage en partant du principe que si je force trop, si mon palmage est trop dynamique, je ne rejoindrai pas la surface, ou alors j'aurai 2 bouts de bois brûlants à la place des cuisses. Donc, il est préférable, techniquement parlant, d'avoir un palmage modéré pendant toute cette période de remontée, quitte à ce que vous perdiez quelques secondes, parce que vous n'êtes pas très rapide. Limite, il vaut mieux perdre 10 secondes parce que vous n'êtes pas très rapide, mais pas avoir les jambes qui brûlent, que vouloir absolument gagner 10 secondes, mais avoir les cuisses complètement défoncées. D'accord? Donc là, bien entendu, comme c'est une performance, je vais faire en sorte d'avoir une sécurité au top. D'accord? Et voilà. En termes de préparation, je parle du principe que ce qui est idéal, c'est de ne pas faire d'échauffement apné. Quand je dis pas d'échauffement apné, ça veut dire que je peux faire éventuellement des échauffements un peu physiques, des étirements, des choses comme ça, des pompes, nager en surface, des choses comme ça peut-être, mais pas faire de première apnée. On va voir un petit peu pourquoi et ce que ça veut dire derrière. Je reste neutre à 10 mètres. Je fais une prépa longue parce qu'a priori, je n'ai qu'une seule apnée à faire et je sais que je dois me donner à 100%. Donc, ça veut dire que je vais accorder énormément de temps, enfin, en tout cas, un temps. Moi, je dis, de toute façon, c'est maximum 5 minutes le temps de préparation d'une apnée. Hein. Mais au lieu d'être à 2 minutes comme je peux le faire quand j'enchaîne les apnées, là, je vais m'accorder 5 minutes pour pouvoir faire cette performance. Voilà comment est-ce que je vais tactiquement parlant caler mon apnée et comment je vais tactiquement parlant caler mon effort physique. Piscine, 100 mètres en dynamique, qui est censé être pour moi une performance. Parce que pour plein de gens, c'est pas compliqué. Pour plein de gens, c'est impossible. Pour certains, c'est possible. Donc, c'est vu une performance. Donc, bien entendu, vous pouvez adapter ça à, moins, 75 s'il faut. Mais si c'est moins, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui va jouer. Bon. Alors, là, je vous propose de jouer comment? Sécu aux petits oignons. Parce que forcément, je vais faire quand même une perf qui est importante pour moi. Donc, je fais en sorte d'avoir quelqu'un qui me suit. Mais donc, je pars. De 0 à 50 mètres, je fais une apnée tranquille. C'est-à-dire que vraiment, bah, tant pis si je perds du temps. Tant pis si pour faire mon apnée de 50 mètres, je tiens 1 minute, voire même 1 minute 10 pour le faire. C'est pas grave, mon but c'est de rester dans le bien-être. Donc mon but ça va être relax. Donc le début de mon apnée, je suis en mode tranquille.
Quand je passe dans la zone entre 50 et 75, je sais que là, ça va commencer à s'enclencher des symptômes d'envie de respirer, que des sensations vont pouvoir s'installer. Et donc, je vais pouvoir enfin me permettre d'accélérer un petit peu. Pour pouvoir ensuite, à la fin de 75 à 100 mètres, être capable de faire un effort plutôt dynamique. D'accord? Donc là, vous comprendrez que je vais tranquille, je vais plus vite et j'appuie ma vitesse. En tout cas, j'essaie de l'appuyer parce qu'il est possible que ce soit plus difficile à avoir comme rendu, mais en tout cas, physiquement parlant, je dois partir du principe que je peux me permettre d'envoyer un petit peu plus à ce moment-là. Forcer un peu plus. On va voir un petit peu pourquoi aussi. Donc là, pour moi, je dis toujours pas d'échauffement en apnée. Bien entendu, en horizontal, on doit avoir un laitage parfait, sinon ça ne se fait pas. D'accord? Je peux me permettre une apnée longue et partir du principe que je vais chercher à faire 100% de mon effort. Une des bases de ce principe-là, enfin pour moi, il y a deux éléments importants dans ce que je vais vous dire là, qui est la clé du raisonnement que je viens de vous donner là. Le premier, c'est comment ça marche au niveau apnée. C'est-à-dire que au départ, quand on est en mode terrien, quand on est en mode quelque part, j'ai pas de contraction, j'ai aucune transformation en mode apnéiste, donc je n'ai aucune sensation. À ce moment-là, malheureusement, je n'ai aussi aucune économie. C'est ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que mon cœur bat à un rythme normal, mon sang est présent partout, et par conséquent, tout effort que je fais est relativement énergivore en matière d'oxygène. Alors qu'à la fin de mon apnée, des réflexes mammifères se sont installés. Alors, c'est sûr que ça donne appel à plein de sensations et des sensations qui peuvent vous dire oh putain, je vais mourir. Enfin, on a déjà parlé, le fait d'aborder les sensations. Il y a des sujets spécifiquement là-dessus et je vais revenir en deuxième point sur quelque chose d'important également par rapport à ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette deuxième partie de mon apnée, en tout cas à la fin de mon apnée, chaque effort que je fais, je consomme moins d'oxygène. C'est-à-dire que même musculairement parlant, quand je fais ce geste-là, naturellement, comme j'ai une vasoconstriction et que mon corps a mis à disposition plutôt ce qu'on appelle l'énergie lactique de façon déformée, je suis d'accord, mais on va l'appeler comme ça quand même. Ce qui est certain, c'est que le même effort, je consomme moins d'oxygène. Que du coup, mon sang est plutôt sur les organes nobles et mon rythme cardiaque a plutôt tendance à s'adapter et si possible à être baissé. Donc ça veut dire que tout effort que je fais à la fin de mon apnée est meilleur. Et pour toutes les apnées dont le but est la performance, on part du principe qu'on ne fait pas d'échauffement apnée auparavant, parce que la première apnée est celle dont les réflexes mammifères sont les plus importants. Alors, c'est aussi celle qui fait qu'on a tout de suite envie de sortir, et que si je vous invite à dire, tiens, faites une apnée d'échauffe, la première, en général, elle est juste la plus difficile. Oui, effectivement, c'est celle qui demande le plus de concentration pour réussir à y arriver. Néanmoins, c'est le cas parce que c'est celle où tous les symptômes, toutes les sensations de transformation d'apnée sont beaucoup plus importants. Donc, il faudra apprendre à gérer ça de façon la plus zen, la plus confortable possible. Mais c'est aussi celle où tous les réflexes mammifères vont être du coup le plus intenses. Donc, la première apnée, on le sait, est celle où on est plus rapidement en mode protégé, plus rapidement en mode économie d'énergie. Et plus rapidement je passe en mode économie d'énergie, plus rapidement, plus longtemps, pardon, je vais pouvoir aller parce que forcément, je suis rapidement avec le cœur plus bas et on va dire le niveau de consommation d'oxygène, un peu comme une voiture, le niveau de consommation d'oxygène est plus bas. Donc, si j'ai une quantité au départ, je pourrais naturellement aller plus loin. Alors, il est certain que dans une approche comme celle-ci, ça va vous demander d'apprendre à gérer des sensations nouvelles. Mais si vous voulez développer vos performances et que c'est un souhait pour vous de véritablement dire tiens, je veux progresser dans le temps en améliorant mes performances, le fait d'ignorer les bienfaits de ce qu'on appelle le no warm-up pour les termes un peu quand c'est vulgarisé là-dessus, parce qu'il y a quand même du warm-up, mais en tout cas, il n'y a pas de warm-up dans l'eau, ou le moins possible, et si possible pas en apnée. Le moins de warm-up possible, ça veut dire que ce genre de sensation, vous devez apprendre à les gérer. Et si c'est difficile et compliqué, j'ai envie de dire, bah oui, comme tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner et dire, ah non, je ne fais pas comme ça, je m'échauffe et puis je fais que des apnées confort. Parce que, mine de rien, le fait de s'échauffer, ça va vous donner plus de confort, mais ça enlève des réflexes
et ça diminue la qualité de vos réflexes d'immersion. Donc, très clairement, on sait que ça diminue aussi la capacité à pouvoir faire des grosses performances, sauf à faire beaucoup d'apnées des choses, mais qui du coup peuvent entraîner un risque de fatigue derrière. Voilà, donc je voulais aborder ces sujets-là. Pardon, la deuxième chose que je voulais vous dire, excusez-moi, j'ai dit, on joue tactiquement parlant sur l'aspect qu'il est préférable de faire des efforts à la fin pour avoir plus de protection, mais je joue aussi sur une chose que vous devez apprendre, absolument. Et ça va du coup aller sur les exercices que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est que vous devez absolument apprendre à faire un effort où c'est difficile, mais sans être sous tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui finit son apnée comme ça, rideau. Ça, c'est la première raison des samba. Et très clairement, il y a un risque de syncope. Donc, si vous savez qu'à la fin de votre apnée, vous dites, oh non, putain, je continue, j'y vais, pas ta pète. Ça, vous oubliez. Ça, c'est pour ceux qui font ça en mode bourrin. En aucun cas, vous ne pouvez espérer être dans le bien-être en faisant comme ça. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire pour autant que votre performance ne peut pas être belle et réussie. Et pour ça, je vous invite à ne pas hésiter à regarder les performances de plein d'athlètes de très haut niveau qui font des perfs de ouf, voire qui font des records et qui sont avec le sourire jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est pas de faire comme ça qui va vous permettre de faire quelques mètres de plus, voire au contraire, comme ça va vous stresser, vous angoisser, vous mettre dans une circonstance de douleur, ça va au contraire augmenter votre rythme cardiaque, augmenter votre débit sanguin et naturellement diminuer votre apnée. D'accord? Donc, ça veut dire que pour moi, tous les efforts qu'on fait en fin d'apnée, vous devez apprendre à faire une chose, c'est à les faire calme, zen et détendu. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter à faire des exercices, l'exercice de la façon suivante, qu'on va pouvoir faire ici à sec dans la période de confinement et que vous pourrez du coup répéter derrière. En partant du débutant au plus expérimenté. Le débutant, on va lui dire, bah, écoute, tu sais quoi, tu fais ton apnée à sec, installé dans ton fauteuil, tant que tu es dans le confort, tu restes dans le confort, dans ton fauteuil, et dès que tu sens que ça monte un petit peu, que c'est pas facile, et ben, au lieu de rester en apnée statique et d'être immobile, ce que je vais te demander, c'est de te balader, c'est de te mettre à bouger, c'est te déplacer, faire une traction, faire une flexion, faire des mouvements, avec toujours pour but d'avoir le ventre détendu. On a déjà parlé pendant les séances avant, d'accord? Mais de faire ces mouvements-là pour essayer de découvrir le fait que, après une apnée statique relâchée et détendue, je peux avoir des sensations d'apnée qui sont pas faciles, mais si je suis en mouvement, mine de rien, c'est quand même un peu plus facile de les gérer. Donc, assis, je fais mon apnée statique, ça commence à être un peu difficile, je me lève et je marche un peu, un tour de table. Je respire, je refais mon statique, je lève, je fais 2 tours de table. Et comme ça, vous essayez de voir si vous pouvez augmenter le temps, qui est de dire, bah, j'ai l'impression de ne pas être bien, d'être en train de mourir, mais finalement, non, je peux peut-être continuer et de bouger comme ça. Ben, j'arrive à le faire quand même. Pour ceux qui sont un peu plus experts, je vais vous proposer de faire d'abord des exercices en respirant. Mais c'est de partir du principe que quand vous faites des exercices physiques relativement difficiles, vous le fassiez, donc relativement difficile, ça veut dire que vous n'êtes pas à 100% de votre max, vous n'êtes pas en train de faire un poussé de 100 kg de développé couché, ça ne sert à rien. Mais par contre, vous faites un bel effort, quelque chose qui est quand même substantiel, mais sans être à l'agonisant, et vous allez essayer de rester concentré sur le fait de, n'avoir aucune mimique de visage, donc en aucun cas, un truc comme ça c'est pourri, d'accord? Donc, pas de mimique de visage, et si possible, pas d'excitation. D'accord? Vous allez voir que c'est un réflexe. On a l'habitude de faire putain, j'en chie, et on se crispe et on ne se rend pas compte. Si vous abordez à sec un exercice en respirant comme ça, 9 chances sur 10 que vous l'abordiez de la même façon quand ça devient difficile au bout de 80 mètres dans la piscine. Donc, quand vous êtes entre 80 et 100 mètres, vous n'êtes pas en train de faire ça comme il faut, vous êtes en train de faire ça comme un bourrin. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont plus d'expérience, à dire quand vous faites un effort physique, quel qu'il soit, c'est que c'est un petit peu répété. Donc, par exemple, une petite course, un petit coup de vélo, un petit coup de n'importe quel effort physique un petit peu qui envoie, et que vous respirez, et que vous sentez que ça commence à devenir difficile, et bien à ce moment-là, vous allez vous concentrer, et vous avez quelqu'un, vous mettez une caméra sur votre tête, et ça doit être poker face. Absolument aucune limite, aucune grimace. Tu parles de cardio, Pascal? Ouais.
Ouais, même en faisant du cardio. Si vous aimez faire du cardio, vous pouvez faire ça. Moi, je le fais ça sans faire de cardio parce que je déteste le cardio. Voilà. Et ça m'empêche pas de le faire quand même, ce genre d'exercice-là, en travaillant sur ça. Et vous allez voir, d'ailleurs, quand on fera les techniques de mouvement, je vous montrerai comment est-ce que je travaille ça en immersion libre, en brasse et en bipane. Mais donc, on n'hésite pas à faire ce genre d'exercice-là, concentré sur ça et concentré sur le fait de ne pas avoir d'excitation. Et du coup, encore une fois, d'essayer de faire durer ça le plus longtemps possible dans votre exercice et ne pas hésiter aussi, lors de vos apnées à sec, à le faire avec régulièrement une caméra qui vous regarde ou un miroir qui vous regarde et le fait de vous assurer qu'aucune limite de visage n'est là et que quand vous faites un exercice pareil d'apnée, etc., qu'on fasse la chaise ou n'importe quoi, poker face, absolument rien qui bronche de ce niveau-là. Si vous êtes capable de faire ça, à ce moment-là, vous pouvez envisager la tactique que je viens de vous dire là, parce que ça veut dire que dans l'eau, vous pouvez vous envisager le fait de faire un effort en fin d'apnée. C'est pas grave, vous ne serez pas en surconsommation. Vous ne serez en surconsommation que si vous faites au bout en disant, y arrivez quand même. D'accord? La surconsommation, c'est pas bon. Voilà, donc ça veut dire que avant chaque apnée, que vous devez quand même déterminer ce que vous avez l'intention de faire, les limites que vous vous accordez, et également l'effort que vous devez faire, quand est-ce que vous devez le faire. Et vous entraîner à sec sur vous-même, sur votre propre écoute de votre réaction à ce moment-là, pour pouvoir ensuite le répéter en mer dans les tactiques que je viens de mettre, que je viens de vous poser là. Si vous avez d'autres idées tactiques ou d'autres environnements que vous souhaitez qu'on aborde, eh bien, je peux aussi vous répondre. Et si vous avez des questions concernant ce que je viens de dire là, sur le no arm up ou autre, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. C'est le moment des questions-réponses. Je vous écoute. Combien de temps ça va durer? 25 minutes. Oui, Pascal? Jean-Christophe, je t'écoute. Ouais, j'ai plusieurs petites questions courtes, s'il te plaît. Je voudrais savoir donc du coup sur l'apnée statique à sec, est-ce que tu as des conseils en termes de préparation et d'échauffement? Et en récupération, j'entends dire que la récupération doit être 2 fois plus longue que l'apnée par elle-même. Donc je voudrais savoir si éventuellement tu es d'accord et si tu as des conseils sur la préparation et l'échauffement. Mais voilà. Alors, sur la récupération, pour moi, un temps de récupération supérieur à 2 minutes, ça ne sert à rien. 2 minutes 30 grand max. Mais vraiment, plus que ça ne sert à rien. Quelle que D'accord? soit la durée de l'apnée. Ouf, ouais. D'accord, Vraiment, d'accord. 2 minutes 30, tu as récupéré. Hein. Si tu n'as pas récupéré, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas fait d'apnée, tu as fait je ne sais pas quoi. Mais si en 1 minute déjà, tu n'as pas récupéré de l'apnée que tu as fait et que du coup, tu as encore 1 minute 30 pour préparer pour celle d'après, c'est pas normal. Donc pour moi, plus de 2 minutes 30, c'est grand max, ça sert à rien. Après, du coup, tu peux dire, attends, je me pose vraiment un long moment parce que je veux changer de type d'exercice, par exemple, et que du coup, je veux reprendre un petit peu une sorte d'énergie, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas de sens au niveau apnéique de prendre plus de 2 minutes et 2 minutes 30 de récupération entre chacune. Et donc, les préparations, moi, ce que je préconise en apnée statique, ou même de façon générale en apnée dynamique, c'est de partir du principe que moi, je fais une apnée statique, j'ai les premières sensations, je sors. Je fais une deuxième apnée, je commence à avoir une petite sensation, je sors aussi. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de stimuler du coup la mise en place de mes réflexes, mais de les esquiver, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans pour le moment. Et ensuite, d'avoir deux, trois apnées où effectivement, je commence à avoir quelques sensations et je rentre un petit peu dedans. D'accord? Donc, si je fais l'apnée statique, je vais peut-être m'accorder d'avoir 5 ou 10 contractions. Et puis l'apnée encore suivante, d'avoir 5, 10 ou 15 contractions au grand maximum. Et ensuite, je pars sur mon exercice. Et ça, c'est valable en profondeur, c'est valable en piscine. C'est le fait de dire que je fais quelques premières échauffes qui sont là pour euh, enclencher mes réflexes d'immersion, mais sans avoir à rentrer dedans parce que j'ai pas envie de me fatiguer psychologiquement à ça. Et ensuite, bah, du coup, la rentrée d'une ou deux apnées dans les réflexes d'immersion est plus facile parce que j'ai déjà eu 2 fois la stimulation de ces réflexes-là. Et ensuite, je peux commencer mes exercices. Ok. Merci Pascal. Okay. Est-ce Merci. qu'il y a d'autres? Pascal, Je suis super beau en mode justement, noir. Merci, Karine. tu parlais du diving reflex, Pascal. Ouais. Quand tu enchaînes plusieurs apnées, ça peut être en fosse, ça peut être en sortie pour faire des photos ou autre, Hmm. sur 10-15 mètres, le temps maxi justement en surface pour pas perdre le diving reflex. 2 minutes. 2 minutes, on est toujours dans les 2 minutes.
Ouais, on sait, pour avoir fait plusieurs études là-dessus, notamment sur la partie apnée statique, il y a plusieurs préparations de compétition et autres qui se font comme ça, que pour garder le mode apnée au maximum, le top, c'est effectivement d'avoir au maximum 2 minutes entre chaque apnée. Alors après, Ok. derrière, si tu as quelque chose d'un peu plus physique et que tu remontes, tu es un peu plus cramé, accorde-toi un petit peu de récupération physique, d'accord? C'est-à-dire d'être redescendu un peu plus au niveau cardiaque pour ensuite, euh, comment dire, ensuite attaquer tes 2 minutes de préparation. Ok. Merci. Je t'en prie. Du coup, salut Pascal, c'est Marius. Salut Marius. Donc du coup, bah là, cette semaine, je me fais une petite table hypoxique pour faire un max au 6e temps. Et en fait, je suis un peu dans ce que tu dis. Je pars de 1 minute 15 d'apnée, donc je fais des récup de 2 minutes. Une 15, une 30, une 45, 2 minutes, 2 minutes 30. Et le dernier, c'est un no limit. Voire, il y a 3 jours, j'ai fait 3 minutes. Je me suis accordé 2 minutes 30 de récup et après j'ai fait mon PB 4 minutes 20, un peu plus quoi. Mhm. Et là aujourd'hui j'ai fait 6 temps, donc qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que ça me correspond pas trop mal pour faire un temps correct. Voilà, j'ai envie de te dire, déjà, juste pour la sémantique, on n'avait pas ça une telle hypoxie, parce que c'est pas le cas, tu n'es pas en hypoxie. D'accord? Mais par contre, que tu as besoin de faire plusieurs apnées de départ, d'échauffe, pour réussir à Ouais, faire un et tu t'accordes 2 minutes de récupération, c'est très bien. Si tu sens que ce c'est ça. protocole te va bien, ça va très bien. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y a pas trop de règles par rapport à ça. Un petit peu chaque athlète a sa petite formule qu'il vous donnera. Mhm. Euh, Moi, ce que j'ai tendance à favoriser, c'est le fait de dire si ça te va, tu sais quoi, vas-y, fais comme ça, quoi. De toute D'accord. façon, à partir du moment où tu es sur la 3 ou 4e apnée, tu es plus sur le taquet des diving réflexes. Et si tu veux y retourner au maximum, il faut faire au moins 6 grosses apnées avant, ou une douzaine d'apnées standard. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, ou alors 4 méga grosses apnées hyper difficiles avant, et là, tu retournes dans les diving réflexes. Mais quand je vais donner 4 méga grosses apnées, c'est-à-dire que c'est 4 apnées poumons vides de plus de 3 minutes, quoi. C'est des apnées où les 4 en question, c'est un max en soi, quoi. D'accord? À ce moment-là, tu Mhm. peux espérer que tes réflexes d'immersion sont revenus au maximum. Mais comme a priori, on parle d'apnée de 3, 4, 5 minutes, les réflexes d'immersion au maximum, c'est pas l'objectif. C'est pas un problème. Donc, tu n'as pas besoin qu'ils soient au maximum pour réussir à le faire. Donc, si le confort te convient, et ben, continue comme ça. Ok, ok, merci. Ta réponse à JC est finalement un mix pour ne pas faire un vrai no warm-up. Non, mais oui, effectivement, si vous voulez vous échauffer par moment, c'est pas interdit, hein. Vous faites juste pas de vrai no warm-up, hein. C'est pas obligatoire de faire des no warm-up. Mais je vous invite quand même à vous intéresser à ça. C'est quand même une clé de progression évidente. Bonjour Pascal, je fais le début. Moi, je cours 15 secondes en apnée en essayant de bien me relâcher, puis récup 30 secondes et j'essaie d'augmenter le temps d'apnée 20 secondes. Est-ce que ça correspond aux exercices que tu proposes à sec pour t'améliorer? Ben, ça dépend. Si ce que tu as besoin à ce moment-là, c'est d'apprendre à gérer ton envie de respirer, ben, j'ai envie de te dire oui, ça correspond. Bon, à part que 15 secondes, 30 secondes de récup, ça me paraît un peu décalé, mais bon, pourquoi pas. Le but, en tout cas, c'est d'augmenter les 15, 20 et de finir à. Bon, pour donner une petite idée, on faisait des exercices en pédalage, donc position confort sur vélo. On arrivait à faire je crois que quand on était au taquet, on arrivait à faire 45-15 de mémoire à l'époque avec Jérôme. 45 secondes d'apnée, 15 secondes de vélo. Mais par contre, le vélo était sur un rythme de pédalage d'environ 60 60 tours minutes et assez peu de résistance. C'est-à-dire que ça correspond plus à une marche rapide qu'à une course. Voilà. Mais on doit quand même rapidement avoir des apnées beaucoup plus longues que 15-20 secondes, quoi, et des récupérations plus courtes que ça. Mais ça, c'est dans le but de dire que si tu cherches à apprendre à gérer ton envie de respirer. Si tu as d'autres paramètres à travailler, c'est pas le but. Cet exercice-là ne sert que à ça, ne sert que à gérer l'envie de respirer. Et si tu cours, il y a des chances quand même que 15 secondes, ce soit
tout de suite un taux de CO2 très important et donc très difficile à tenir. Et donc, je t'invite à te dire que si tu cours, il faut vraiment que tu piétines, quoi. Si tu fais plus que piétiner, ça risque d'être compliqué pour toi parce que, en fait, rien que naturellement, on a besoin en courant d'expirer énormément parce qu'on crée énormément de CO2 quand on fait l'effort. Donc, si tu arrêtes de respirer à ce moment-là, tu vas très rapidement avoir un excédent de CO2 qui va te faire aller à l'agonie. Donc, il est important de ne pas trop forcer sur les apnées en courant, ou même à vélo, mais pas en force en tout cas. Il vaut mieux marcher ou piétiner, ouais. Ouais, parce que de toute façon, apprendre à trop lâcher, à te détendre en courant et avec l'envie de respirer, c'est vraiment pour moi difficile. Donc d'abord apprends à le faire en marchant, ensuite éventuellement en trottinant, et ensuite tu le fais en courant, mais le faire que en courant, pour moi, je trouve c'est du niveau d'un athlète. Voilà. Donc quand j'entends qu'au bout de 15 ou 20 secondes, t'en chies un peu, je me dis que du coup, c'est pas de ton niveau. Tu devrais revenir à d'abord de la marche et d'abord de la course. Merci de rien dire. Marius. Oui, Pascal, alors une autre petite question. Notre séance du vendredi, elle se partitionne de la manière suivante. La première heure, elle est dédiée au statique Ok. et la deuxième heure donc au dynamique. Quand on attaque le dynamique, donc pour faire du no warm-up Ah non, c'est et, pas euh, possible. se taper, et se taper une perf, ouais, du coup, on Non, n'aura pas fait de no warm-up, non? Si on non, a fait du star avant. ça fait une D'accord. centaine d'éthiques auparavant, c'est plus du tout en noir, mais on est d'accord. Il faut faire un choix. On est d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, Bon. encore une fois, je vais faire ça dans l'autre sens. Le warm-up n'a d'intérêt que pour faire de la performance. Si tu envisages de faire une performance, mais de te faire une séance d'apnée statique auparavant, bah, c'est une mauvaise idée. Voilà. Si on ne mixe pas les deux. C'est comme si, je sais pas, tu disais à un mec qui fait le 100 mètres sprint, qu'il aille se courir un petit 2000 mètres vite fait, mais à un bon rythme le matin, pas une petite trottinette. Hein. Je suis en train de te dire de faire un 800 mètres sprint avec tes collègues pour pouvoir se taper un 100 mètres sprint derrière. Non, Mhm. ça ne lui viendrait pas l'idée. Donc, pour moi, ça ne viendrait pas l'idée de dire que je fais une séance d'apnée statique avant de chercher à faire un max derrière. Parce que rien que le fait d'avoir fait de l'apnée statique, tu as forcément fatigué les voies cliniques, donc ça va forcément tronquer ta séance de dynamique derrière. Ok, ok, ok. Merci. Alors, Jamal me pose la question, je ne sais pas si vous la voyez, parce que je regarde en privé, quelle est l'animation libre, la tactique à mettre en place jusqu'à la chute libre? Écoute, même que tout à l'heure, moi j'ai une tendance à dire que je suis très très lent sur la partie immersion libre au départ. Pas hésiter à se surlester, on a trop tendance à pas mettre assez de lestage en immersion libre, on peut vraiment se permettre de le faire. C'est pas un problème de se surlester en immersion libre. Et donc, partir du principe qu'on est vraiment très tranquille jusqu'à la chute libre, ne pas hésiter à mettre 40 secondes, voire 50 secondes pour rejoindre 20 mètres, 25 mètres, ça ne me choquerait pas du tout. Donc, plutôt tranquille. Et ensuite, tu fais ta coulée, ensuite tu remontes en tractant un peu. Un peu le même schéma que j'ai fait tout à l'heure. Bonsoir Pascal, j'ai une question à te poser par rapport à la longueur là sur le 100 mètres. Tu dis d'accélérer sur la dernière partie. Est-ce que ça présente pas vraiment un danger? Puisque là, c'est le moment où on va se trouver un petit peu plus court en O2. Voilà. Enfin, moi, ce que j'ai appris, c'était tout à fait l'inverse. Et quelqu'un qui accélérait en fin d'apnée, on l'arrêtait, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais tu sais, comme quelqu'un qui hyperventile, on lui dit de pas faire, et moi je vous dis de faire. Comme quelqu'un qui faut pas surlester, moi je dis faut surlester, etc. Non, on dit que c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on n'enseigne pas en même temps, et vous remarquerez que c'est ce que je vous ai demandé, c'est de le faire en étant poker face, détendu, relax. Parce que la difficulté n'est pas d'accélérer à la fin. La difficulté, c'est que les gens, au départ, quand ils expérimentent ça, ne savent pas accélérer sans s'exciter. Et s'exciter est très néfaste. Comme je dis, ça libère l'adrénaline, ça fout en l'air tout un réflexe d'apnée. Donc ça, c'est pas bon du tout. Mais donc, du coup, je préfère insister et demander à mes élèves, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que je vous incite à faire, de dire, faites des accélérés, mais par contre, vous allez apprendre à être zen et détendu. Donc, toute accélération, si elle est zen et détendue, c'est pas un problème, et tu n'as aucun problème avec le fait d'être en baisse de niveau d'oxygène. De toute façon,
tu auras tes cuisses qui vont te surbrûler avant que ton niveau d'oxygène pose problème. Si tu es détendu. Si par contre, tu accélères en disant ouais, putain, je vais y arriver, je vais toucher le mur, là, rien que ton attitude te met en danger. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis là, que potentiellement, il peut y avoir un danger. Mais si tu n'es pas dans cette attitude-là, que tu es juste en train de dire ok, j'accélère parce que j'ai prévu d'accélérer, parce que c'est mon rythme, voire même des fois, je demande à des gens d'accélérer, mais fortement, de taper des sprints. Moi, j'ai vu plein de gens exploser leur max en faisant comme ça. Par contre, j'insistais sur le fait que s'ils se rendaient compte que ça commençait à se tendre au niveau du visage, qu'ils n'arrivaient plus à se relâcher au niveau des épaules, de la nuque, etc., ils devaient sortir. Parce que c'est là qu'ils se mettent en danger. Pour moi, le fait d'accélérer à la fin n'est pas du tout une mise en danger. Physique, en tout cas, c'est sûr que non. Ouais, c'est ambigu. Après, tu fais de sécu, tu es au-dessus de quelqu'un, tu le vois accélérer, il y a intérêt d'être bien d'accord, quoi. Après, voilà. Mais je pense que du coup, à partir du moment où tu es bien d'accord, c'est pas du tout ambigu. À partir du moment où c'est la consigne, que tu le dis à l'élève, dès que tu as fait ton virage de 25, il faut t'accélérer. Mais en restant zen et détendu. Je peux t'assurer, c'est une expérience que j'ai fait plein de fois sur plein d'élèves et ça marche. C'est pas un problème, ça marche pour de vrai. Si tu leur demandes d'être détendu. Ok, merci Pascal. Je t'en prie. On en parlera plus tard. Jamal me pose des questions sur la chute libre. On s'en parle, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Il y a un sujet free fall, donc si tu veux bien, on en parlera à ce moment-là. Je ne sais plus, je crois que c'est la semaine prochaine, en milieu de semaine. D'autres questions? Je sais que ça a peut-être tendance à vous surprendre le fait d'accélérer à la fin, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai appris qui est bénéfique. Donc, il faut juste le faire zen et détendu. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions du coup pour ce soir. A priori, il n'y en a pas d'autres. Moi, Pascal, je n'en Vas-y, parle. vas-y. Moi, concernant le dynamique, au-delà des 75 mètres en bipalme, j'ai tendance à sortir. Je t'en avais déjà parlé. Quand ça picote, ça picote, ça picote. Mais le problème, c'est que quand je sors, je suis bien. Quand je reprends ma ventilation, je suis bien. Je suis pas à bout de souffle, je suis pas. Donc, je voulais savoir si justement il fallait employer l'accélération, comme tu la préconises, et si ça risque pas à ce moment-là de justement de partir en PCM ou alors que ça picotait avant. Mais quand je sortais, j'étais bien. Jamal, ça veut dire quoi que ça picote, physiquement parlant? Physiologiquement parlant, pourquoi est-ce que ça picote? Pour moi, c'est de la vasoconstriction. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, mais après moi, soit j'arrive pas à faire la différence entre la vasoconstriction et à savoir est-ce que je suis en hypoxie et que ça commence à chauffer de partout et là je vais faire une PCN ou une syncope. Il y a deux indicateurs à ça. Le premier, c'est est-ce que à la fin, tu es mentalement dans le rouge, c'est-à-dire comme tu dis, si tu sors et que tu es bien, que tu es tranquille, ça veut dire que tu t'es pas mis dans le mode je suis le bourrin là comme ça. Et la deuxième, à un moment donné, j'ai envie de te dire, mon gars, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas quoi. Ouais, voilà. Non, parce que physiologiquement parlant, je suis quasiment sûr et certain que c'est qu'un réflexe d'immersion et que c'est juste que tu te chies dessus et que tu sors. Maintenant, ouais, non, mais c'est ça. Mais pourtant, quand je reprends ma ventilation, je suis bien. donc Même avant, dès que je sors, je suis pas dans le rouge, je suis bien. Il faut que tu aies envie d'essayer, il faut que tu demandes aux gens autour de toi qu'ils te sécurisent par rapport à ça et que tu leur dises que tu vas tenter des choses et que tu ne sais pas ce que ça va donner et que tu penses que ça va bien se passer, que tu vas espérer que ça se passe bien pour que tu t'accordes le droit à l'échec, que tu t'accordes le droit de sortir avant et que tu t'accordes le fait de le faire régulièrement dans la saison. Parce que si tu le fais juste 2 ou 3 fois dans la saison, tu n'auras aucun repère pour ça. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire sauter vos limites si vous ne vous y confrontez pas, les gars. Ah, c'est clair. Ok. Ça marche. Pascal,
Stéphane, alors juste une question, Bruno, je te laisserai répondre. Le fait d'accélérer est totalement en opposition à ce qu'on nous a toujours enseigné et que nous enseignons. Tu vas tenter, et si ça marche, certaines performances deviendront certainement accessibles. Écoute, encore une fois, la sursécurisation est souvent liée à un manque d'information. Mais je t'inviterai à ne pas hésiter à regarder les performances de plein d'athlètes et constater que souvent à la fin, ils accélèrent aussi. Voire ils accélèrent beaucoup, voire ils accélèrent en vrac et ils continuent à accélérer. C'est pas ce qu'on enseigne parce que je te dis, on ne sait pas, on ne prend pas le temps pédagogiquement parlant d'apprendre à se relâcher dans l'effort. Donc comme on n'apprend pas ça, on esquive le problème en disant qu'il ne faut pas faire. Sauf que à un moment donné, vous ne pouvez pas empêcher une chose, c'est que si vous voulez avancer, il y a la première phase, comme dit Jamal, qui est de dire ça brûle. Et la deuxième, où tu dis bon, ça brûle, j'aimerais bien accélérer. Et surtout, je dis putain, je comprends pas parce que j'ai l'impression de forcer comme un bourrin et j'avance plus. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est que effectivement, tu forces, tu accélères, etc. Mais tu as de moins en moins d'énergie malgré tout. Donc l'efficacité, le rendement est plus tout le même. Et donc, a fortiori, tu décélères ou tu es obligé de faire beaucoup plus d'efforts pour faire la même distance. Je vous inviterai à ne pas hésiter. Par exemple, il y a un élément qui est assez comparable, c'est le nombre de mouvements faits par les personnes sur les bassins de 25 mètres. C'est-à-dire qu'en brasse, ils font 2 mouvements au départ, et puis ils en font 4 ou 5 pour faire 25 mètres à la fin. C'est aussi parce qu'ils ont moins d'énergie, mais c'est aussi parce qu'ils essaient d'envoyer et que du coup, forcément, c'est de moins en moins efficace. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas à la fin les mecs dire ah, bah, attends, je vais me fumer un pétard et puis y aller tranquillement. Non, ils forcent tous pour y aller. Donc, pourquoi est-ce que vous ne devriez pas le faire? Pour quelle raison ce serait interdit aux autres et que ce serait réservé que à ceux qui se disent moi je suis athlète? Non, 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 c'est. C'est forcé dans le relâchement, quoi. Ah, mais par contre, c'est la clé. Ah non, mais là, je te rejoins complètement. Je dis, vous ne pouvez pas concevoir d'être sécurisé, d'être même dans le fait de vouloir avoir envie de le refaire, si vous faites ça comme un bourrin, et si vous faites ça, tout va bien. Vous devez chercher à aider. D'accord? Et quand on se dit, ouais, je suis toujours à la même vitesse sur les 100 mètres, ou que dépasser 100 mètres, c'est tranquille, moi, je vais vous renvoyer sur une séance auparavant, et je vais vous dire que 150 mètres en mono ou 125 en bipam, c'est du niveau loisir. C'est dur ce que je suis en train de dire là, je suis d'accord, mais il y a plein de mecs qui le font, ils ne sont pas des athlètes. Donc, faut pas vous dire c'est parce que je suis un athlète ou que je suis pas un athlète que je ne suis pas 125 mètres. Non, c'est parce que vous avez besoin d'acquérir de l'expérience, de comprendre comment est-ce que vous marchez, de faire en sorte d'être économe dans vos énergies, de faire en sorte de gérer vos sensations comme il faut. Mais 125 mètres, il y a tellement de gens qui le font. Et je suis désolé de dire, mais il y a des gens qui ont une vie comme tout le monde et qui pratiquent ça en faisant un entraînement par semaine. C'est ce qu'on appelle de l'activité loisir. Donc il n'y a pas de raison que s'il y en a qui y arrivent, pourquoi vous n'y arriverez pas, quoi. On est tous nés pareil, avec un coup papa, un coup maman, et puis on est arrivé là, quoi. Et il y a tous les physiques différents, donc arrêtez de savoir tous les âges, toutes les formes physiques, tout machin, il n'y a pas d'excuse de ça, il n'y a que l'expérience. T'es pas encore niveau loisir, Sylvain? Ben non, t'es en train d'apprendre. Comme beaucoup de gens. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. T'as pitié à Bruno, tu voulais poser une question d'ailleurs. Après, Oui, je voulais juste avoir la confirmation que le fait d'avoir mal aux jambes, d'avoir les jambes qui brûlent, n'était pas dangereux physiologiquement. Non, non. C'est là encore moins dans ton cas parce que je sais que tu fais beaucoup de fausses et Ouais. que en fausse et en verticale, on a encore un effet supplémentaire, c'est que on a du sang qui s'installe dans les poumons pour faire face à leur diminution de volume, d'accord? Et que la plus grosse réserve de sang du corps, elle est dans les cuisses. Donc, le réflexe du corps est de d'abord prendre le sang dans les cuisses pour le mettre dans les poumons. Donc, la profondeur fait assez rapidement appel aux jambes qui brûlent. Mais pas parce que c'est ton effort physique qui fait ça, mais c'est juste parce que finalement, il a pris la réserve de sang là, qu'il a mis. Mais ça, tu n'as rien fait pour ça, c'est un réflexe, on n'a pas d'ADN, on est programmé. D'accord. Donc, avoir les jambes qui brûlent n'a en aucun cas un signe que c'est la fin. Et même en dynamique. Même en dynamique. Ouais. Ok, merci. C'est forcément que tu es allé un peu plus loin, que tu as progressé dans ton effort, et que tu as donc du coup un réflexe d'immersion qui s'est installé pour prolonger ton apnée. Mais il ne faut pas associer j'ai mal aux jambes, ça veut dire que je suis à la fin de l'apnée. Non. D'accord, merci. Benjamin, toi?
Oui, Pascal, si je résume les différentes étapes que tu as décrites par rapport à l'accélération en fin d'apnée, Oui. tout d'abord, la première chose, si j'ai bien saisi, hein, c'est déjà sortir, avant de tenter quoi que ce soit, c'est déjà d'être relâché au niveau du visage, de la nuque, des épaules, du dos, ceinture abdominale, etc. C'est ça, périnée. Une fois que ça, c'est acquis, on peut faire différents essais en accélérant sur la fin, toujours dans la détente du corps. Idéalement, ouais. Mais bien évidemment, sortir en sécurité de manière lucide, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire ce genre d'exercice. On est d'accord. Il n'y a pas d'intérêt en apnée de sortir pas bien, hein. D'accord. Donc le but principal est le relâchement, et ensuite d'y aller progressivement au fur et à mesure Voilà. des apnées, quoi. Il faut essayer. Mais ce genre d'exercice, il n'est pas à faire, je suppose, en fin de séance d'apnée. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais que même, tu sais quoi, moi j'aime bien faire un exercice que je fais dans la deuxième moitié de saison, qui est de faire des sprints tout du long. C'est-à-dire que je fais 25 mètres tranquille pour dire que je suis en mode détente, et dès que je suis à 25 mètres, tout de suite, j'attaque comme un bourrin. Pas au niveau vitesse, hein, je parle pas au niveau attitude. D'accord? Et tu verras que ça peut être surprenant, hein, parce que d'être en mode j'envoie mais je me relâche, même depuis longtemps, finalement, ça te permet de pouvoir arriver à des performances comme faisait auparavant, vachement plus zen, quoi. D'accord. Ok. Merci, Pascal. Chris me dit, mais des fois, on a les cuisses qui brûlent tellement que l'on ne peut plus avancer, même si on peut encore tenir un peu. Ouais. Ben, excite-toi moins. Et tu verras qu'il n'y a aucun problème, tu peux continuer à avancer, c'est juste que tu avances un peu moins vite parce que tes cuisses sont peut-être moins efficaces. Mais bah, si tu peux tenir encore un peu, tiens, et puis continue. Il y a aussi le fait qu'on a rarement l'habitude, dans nos contextes du quotidien, de faire un quelconque effort avec les muscles qui brûlent. C'est rarement, c'est un peu programmé dans notre tête, dès que ça commence à brûler, on arrête, quoi. Tu as dit ça à un marathonien, ça va le faire rigoler. Mais en attendant, nous qui ne sommes pas habitués à faire ce genre de contexte, il est évident que d'avoir les jambes qui brûlent est associé assez rapidement à oh putain, il y a un problème, ou il faut que j'arrête. Parce que c'est le cas quand on est dans ce qu'on appelle des sports où on respire. Quand on est dans un sport où on respire, c'est parce que finalement l'échange il est plus bon, etc. Et puis on arrive à la fin de la zone musculaire et que du coup on brûle tout. Mais en apnée, c'est pas pareil, c'est un réflexe d'immersion. Vous pouvez nager la même distance en respirant, vous n'aurez pas les jambes qui brûlent à la distance en question. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous avez vos jambes qui brûlent à 75 mètres et que vous le faites en respirant, c'est 75 mètres. Vous n'aurez pas les jambes qui brûlent à 75 mètres. Donc si vous avez les jambes qui brûlent à ce moment-là, c'est uniquement parce que c'est votre réflexe d'immersion et que du coup le corps décide de retirer l'oxygène de là. Donc vous ne pouvez pas considérer que c'est parce que qu'on appelle votre VO2 max, j'ai oublié le terme, bon on s'en fout. En tout cas que votre corps dit là je n'arrive plus à t'alimenter. Donc comme j'arrive plus à t'alimenter, bah, tu vas chercher dans l'énergie lactique. Là, c'est vraiment un réflexe d'immersion, c'est pas la même chose. C'est plus quand on fait 3 fois 50 mètres en 1 minute 30. Ouais. Bah là, je pense que si tu fais 3 fois 50 mètres en 1 minute 30, c'est ta fatigue physique qui te fait faire ça. Et puis le fait que tu respires entre les deux, t'es pas en hypoxie, donc t'es pas sur un réflexe d'immersion, t'es sur une fatigue physique, là. Comme si tu faisais 3 sprints, d'après ce que je comprends. Ah bah oui, mais les sprints, forcément, ça crame les jambes. C'est pas un réflexe d'immersion, t'es pas en train de faire un max à ce moment-là, hein. Et c'est d'autres questions. En tout cas, ce que j'espère au minimum, c'était le but de cette séance, c'est que vous compreniez qu'il y a une tactique à adopter à chaque fois en fonction de ce que vous voulez faire et qu'il faut vous caler à cette tactique-là au départ et donc gérer votre effort en conséquence. Ça rentre parmi les choses que vous allez utiliser pour améliorer votre performance. Alors, c'est pour ça qu'il faut travailler en faisant soit en courant, soit sur un vélo elliptique, soit sur un vélo. Entraînement, un ancien marathonien que j'étais. Ben écoute, sûrement, je sais pas. Tu sais, il y a plein de façons de s'entraîner à ça. Moi, je déteste les sports où on respire. Donc du coup, je le fais en faisant de la muscu. Je le fais pas en respirant, mais tu as raison. Plein de sports qu'on fait en respirant permettent de favoriser ça. Si on aime ça, c'est pas un problème.
Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour à la question, sauf si j'en vois une qui apparaît. Attention, je vous laisse 5 secondes pour une dernière question. J'ai Ah, besoin oh, j'ai besoin d'une confirmation. Tu sais, je suis un peu sur la fin où tu accélères. ouais. L'accélération est consommatrice d'oxygène quand même, mais elle est productrice de CO2. Donc en termes de sécurité, l'envie de respirer, c'est une sécurité finalement aussi d'accélérer? Sécurité, non, c'est une efficacité. Sécurité, non. Bah, si tu as plus de CO2, tu as plus envie de respirer et de sortir. Non? Je te confirme qu'à la fin, c'est rare que ce soit vraiment, à partir du moment où c'est géré, c'est rare que ce soit l'indicateur. D'accord. Mais tu CO2, consommes de l'eau. c'est vraiment tes contractions que tu les as. Donc elles sont éventuellement peut-être un peu plus fortes, un peu différentes sur la fin, mais c'est rare que ce soit véritablement l'indicateur principal de sortie. C'est plutôt, j'ai pas bien, donc du coup je sors, mais c'est pas, tu peux pas dire physiologiquement parlant, j'ai senti que mon niveau de CO2 était plus important, donc du coup non. Donc, tu as consommé de l'O2, mais tant que tu restes conscient de ce que tu fais, ce que tu nous disais les autres fois, normalement, c'est bon. Conscient, relax. Voilà, en étant relax, bien sûr. Voilà, conscient et relax. Et tu expérimentes à chaque fois. Je suis pas en train de te dire, bah, ma dernière fois que j'ai fait un match, j'étais à 75. Bon, tant que je peux faire 3 x 3 dans ma tête, je continue, quoi. Et que tu arrives à 150, c'est débile. Il faut y aller progressivement. Il faut te dire, bah, 75, j'y arrive. Bon, bah, allez, cette fois-ci, je fais un 80. Ouais, cette fois-ci, je fais un 85. Voilà, ça s'est bien passé 85, j'ai fait 90, etc. C'est comme ça qu'il faut progresser. On va se dire tout de suite, je vais voir quand je meurs, quoi. Merci, Pascal. Tu peux aller à plus de 100 mètres, Chris, j'en ai aucun doute. Vous pouvez tous aller à plus de 100 mètres, je n'ai aucun doute là-dessus. Il vous faut un bon entraîneur et il vous faut du temps d'entraînement. Voilà ce qu'il faut. En mode loisir, en mode détente. On est bien d'accord. Non, parce que les mecs qui s'entraînent beaucoup plus, ils font généralement beaucoup plus. Parce que, je vous cache pas, autant je vais être un peu direct. Autant je pense que c'est facile de rejoindre 100, 125, voire en monopame 150. Autant les 10-20 mètres qui suivent derrière, ça demande beaucoup d'efforts. Et voilà, c'est que passer du mode loisir au mode athlète, c'est. Alors, il y en a qui arrivent parce qu'ils sont athlètes, on est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que juste par l'expérience, certains y arrivent. Mais par contre, dépasser les 150 mètres, etc., les mètres commencent à être un peu plus durs à la fin quand même. Donc, je vous ai dit, l'objectif, c'est de rejoindre ça. S'il faut aller au-delà, c'est une autre mode de préparation. Mais de ce que j'en sais, ou alors je connais pas tout le monde dans la salle, mais ça concerne personne dans la salle. D'accord, mais tous les conseils que je vous donne là sont adaptés à toutes les personnes qui veulent rejoindre 50 mètres de profondeur sans mourir, qui veulent faire 125, 150 sans mourir, qui veulent faire 100 mètres en brasse sans mourir, qui veulent tenir 6 minutes sans mourir. Voilà, si vous voulez aller au-delà de ça, il faut qu'on se pose d'autres questions. C'est pas le même sujet. Mais avec plaisir, Chris. Christine, Christophe, c'est qui Christophe? Tu fais une conférence demain? C'est le 1er mai. Oh. C'est la fête du travail. Fête du travail. Alors, normalement, le 1er, moi, je suis en plein travail. Je vais être en stage Vipalm avec Cédric à Saint-Raphaël. Moi, je travaille les soirs, les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances. Donc, il n'y a pas de 1er mai, pas 1er mai pour moi. Ok, bah à demain alors. Bonne soirée. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée également à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain alors, pour un autre sujet. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Pascal. Bonne soirée, Pascal. Merci. Salut, Pascal. Ouais, Pascal. Merci, ciao, ciao.